Bonjour à toutes et à tous, ici Youssef Indy. Alors aujourd'hui une vidéo un peu inédite puisqu'il va s'agir de la recension d'un ouvrage de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, répression, colonisation, corruption, collaboration. Je dis inédite parce que je n'ai pas pour habitude de faire des recensions de livres, je ne l'ai fait pour l'instant qu'une seule fois. Mais je le fais quand j'y vois, enfin je le ferai encore à l'avenir, ponctuellement quand j'y verrai un intérêt, dans le sens où je présenterai des ouvrages, où je critiquerai des ouvrages qui ont un lien direct ou indirect avec mes travaux. Et vous allez voir que ce livre a un rapport avec notamment un de mes livres, La mystique de la laïcité. Et on va entrer dans le propos juste après quelques précisions. Alors comme vous le savez, nous sommes régulièrement victimes de censure. Récemment, deux de mes vidéos ont été supprimées, plus précisément des vidéos où j'étais interviewé pour présenter mon livre Covidisme et Messianisme, avec la chaîne Ordinare et la chaîne Entrepreneur Talk. Et bon, vous le savez, c'est le problème qu'on a avec YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Odyssée, j'en ai créé une, elle sera en descriptif. À vous abonner aussi à mon canal Telegram, dans le descriptif également. Et si vous voulez à soutenir la recherche indépendante, je vous mettrai un lien PayPal en descriptif. Alors allons-y. Alors, donc ce livre a été écrit par Xavier Moreau, le fondateur de Stratpol. Donc c'est un livre en auto-édition. Je vous mettrai le lien en descriptif aussi pour le commander. Donc c'est Xavier Moreau lui-même qui l'a édité. Voilà. Donc vous pouvez vous le procurer facilement sur Internet. D'abord, petite présentation de Xavier Moreau. Donc je pense que vous le connaissez, fondateur du site Stratpol. Il vit à Moscou depuis 21 ans. C'est un Saint-Cyrien, ancien officier. Voilà. Qui a, je crois, un DEA en histoire et DEA de géopolitique. Donc il a fait Saint-Cyr et l'université de la Sorbonne. Voilà pour les présentations. Donc c'est un patriote français, catholique, basé à Moscou, et je le remercie de m'avoir offert cet exemplaire de son dernier livre. Alors ce livre m'a intéressé parce que il traite d'un aspect que j'ai traité dans la mystique de la laïcité, sur lequel s'appuie Xavier Moreau. De toute façon, c'est pas un secret. Il cite mon ouvrage La mystique de la laïcité à plusieurs reprises dans son livre. Et donc, ce qui l'a amené à traiter de ce qu'il appelle le messianisme gaucho-républicain, que j'appelle moi le messianisme républicain tout court. Alors, petite précision sémantique, quand Xavier Moreau parle de la gauche ou du gauchisme, il s'agit en fait du républicanisme de 1789. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec lui sur le sujet. Il n'utilise pas le mot républicain, c'est-à-dire que pour lui le gauchisme, ce n'est pas le républicanisme, puisque lui s'en tient à la définition originelle de la République, res publica, le bien public. Et c'est une expression dans laquelle on peut mettre à peu près tout et son contraire. Voilà. Donc la République peut avoir des formes extrêmement variées. Donc entrons dans le propos. Donc j'ai fait un plan. Ce que je vais faire, c'est pas une recension classique. C'est-à-dire que je vais prendre déjà des thèmes qui m'intéressent, la façon dont Xavier Moreau les a traités, et puis essayer de rebondir, de développer une réflexion autour de cela. Voilà, donc j'ai fait un plan. Faut simplement préciser que
Le livre de Xavier Moreau se divise en, je crois, 11 chapitres. 11 chapitres, et chaque chapitre correspond à un thème et à une séquence historique. Voilà, donc c'est une étude historique. Il y a un aspect d'histoire des religions, vous allez le voir. Il a travaillé en tant qu'historien et historien des religions. À mon sens, c'est tout à fait intéressant, vous allez le voir. Alors, allons-y sans attendre, perdons pas de temps. On va commencer par le messianisme gaucho-républicain et l'impunité liée au concept de la grâce protestante. Là, vraiment, on va aborder un aspect très intéressant et inédit. Je cite Xavier Moreau, ça va me permettre de rebondir. Donc il écrit, page 18-19, bien qu'ayant érigé au cours de ces 230 dernières années une pyramide de crimes qui vont du meurtre de masse à la plus médiocre des prévarications, elle regarde, donc la gauche française, elle regarde avec toujours autant d'assurance le peuple français en lui faisant la leçon. Robespierre décapite avec la même certitude de bien faire qu'Emmanuel Macron éborgne le peuple qu'il a plus ou moins élu. Cette certitude d'être missionné par une force supérieure qui autorise un comportement par-delà bien et mal, jusqu'au mépris des bases du Code civil, la gauche française l'a puisé probablement dans la réforme protestante et le messianisme gaucho-républicain de la Révolution. Ces aberrations théologico-philosophiques aboutiront au totalitarisme démocratique dans lequel nous vivons aujourd'hui. La gauche française croit avoir reçu depuis toute éternité une grâce qui lui autoriserait tous les moyens, y compris les pires, pour accomplir sa mission progressiste. Mission qui se traduit aujourd'hui, entre autres articles délirants, par le QR code policier et la possibilité de changer de sexe. Alors, là, c'est intéressant parce que Xavier Moreau va chercher dans les origines de la gauche française, ce que j'appellerais le républicanisme de 1789, une origine protestante. Alors, pour être précis, dans le protestantisme, il y a l'idée de la grâce, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse durant sa vie, nous sommes soit condamnés à l'enfer, soit privilégiés par Dieu et ayant la grâce. Donc le protestantisme, que ce soit le luthérianisme et le calvinisme, revient à la Bible hébraïque et va d'une certaine manière reprendre le concept de peuple élu, qui dans le protestantisme n'a pas une dimension raciale comme dans le judaïsme, mais plutôt une dimension économique et sociale. C'est-à-dire que si vous êtes riche, là on parle plutôt du calvinisme, si vous êtes riche, c'est que Dieu vous aime et que vous avez la grâce. Maintenant, on va passer à la suite du même propos. Page 19-20, totalitarisme d'origine protestante. Donc, pour Xavier Moreau, le totalitarisme de la Révolution française et du républicanisme trouve son origine dans le totalitarisme protestant. Je cite. L'apparition du totalitarisme en Europe est liée à la réforme protestante au XVIe siècle. Parmi les principes qui fondent la réforme, 3 sont à l'origine des dérives totalitaires des siècles ultérieurs. Le premier principe est celui de l'élection divine, car il valide l'existence d'une élite politique et morale choisie de toute éternité, dont le droit et le devoir sont de changer la société selon ses convictions. Le deuxième principe est lié au rejet des œuvres humaines et de l'usage de la raison pour comprendre Dieu et racheter ses fautes. Le troisième principe est celui du libre examen qui place sur un pied d'égalité toute approche de Dieu, quel que soit l'individu, pourvu qu'elle soit sincère. Nous verrons enfin que l'application concrète pour Jean Calvin des principes de la Réforme à Genève a accouché dès le XVIe siècle du premier régime totalitaire moderne. Donc là aussi, on a un propos vraiment intéressant de Xavier Moreau qui fait remonter le totalitarisme
au calvinisme, bien que, comme il le précise, Mussolini soit à l'origine du terme de totalitarisme. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme j'avais commencé à le formuler, le protestantisme va chercher dans la Bible hébraïque la notion de peuple élu et va avoir une forme socio-économique dans le monde calviniste. Mais déjà chez Martin Luther, on trouve les germes de cet inégalitarisme. Il ne faut pas oublier que le protestantisme naît en Allemagne, Calvin est lui français, mais à l'époque, Luther s'était opposé radicalement à la révolte des paysans allemands, et il avait exhorté les princes à écraser cette révolte. Alors cette révolte s'est conclue par 100 000 morts, et Luther regrettait que les princes n'aient pas massacré plus lourdement et plus rapidement ces révoltés paysans. Donc déjà, dès les débuts de la réforme protestante, chez Luther, on trouve un inégalitarisme social, même si il est opposé à l'usure. Et Calvin, comme l'ont expliqué un certain nombre d'historiens du protestantisme, va être pour la bourgeoisie une sorte de prophète de la bourgeoisie, qui va justifier au sens religieux la bourgeoisie. Et cela va poser un véritable problème en France et en Europe, parce que le catholicisme, qui est une religion égalitaire, neutralisait cet inégalitarisme social. Et d'une certaine façon, le protestantisme va, au sens littéral du terme, déchaîner l'inégalitarisme bourgeois. D'ailleurs, comme l'avait fait remarquer Jacques Bainville, en France, le protestantisme n'avait pas séduit les paysans, n'avait pas séduit les pauvres, il avait surtout séduit les gens des classes aisées, membres de l'aristocratie. Qu'est-ce que je voulais dire également à propos de cela? Oui, le retour à la Bible hébraïque. Alors c'est vrai que certains catholiques pourraient... quand on débat avec certains catholiques du corpus biblique, de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, ils ont tendance à répondre que le problème n'est pas la Bible hébraïque, mais le Talmud. Donc tout ce qu'on reproche à la Bible hébraïque, en réalité, ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, mais dans le Talmud. Or, le retour au judaïsme que vont opérer les protestants, ils ne le font pas sur la base du Talmud. Quand on s'intéresse à l'histoire du protestantisme, luthérianisme, calvinisme et ce qui va suivre, on ne trouve pas de traces de théologiens protestants, pères de la Réforme, qui vont au Talmud. Toute la théologie protestante, tout ce qui est en fait semblable au judaïsme, est un retour à la Bible hébraïque. Sur un certain nombre de plans. D'ailleurs, Calvin, lui, va, même s'il va légèrement l'encadrer, il va autoriser l'usure. Ce qui a été autorisé dans la Bible hébraïque pour les juifs vis-à-vis des non-juifs, hein, bien sûr. Mais la Bible hébraïque, la Torah, interdit le prêt à intérêt entre juifs. Donc, pour revenir au livre de Xavier Moreau pense, lui, que cette conception, cette impunité du gauchisme, ou du républicanisme issu de 1789, tire ses racines dans l'inégalitarisme protestant, dans la théorie de la grâce, en fait, protestante. Ce qui est très probable, moi ça m'a beaucoup intéressé, ce qui est très probable puisque dès l'époque des Lumières, les philosophes des Lumières vont s'inspirer du libéralisme anglais. Donc il va y avoir une forte influence effectivement des penseurs libéraux anglais sur les philosophes des Lumières.
Et effectivement, cela peut s'expliquer comme ça. Je n'ai pas lu d'autres auteurs qui ont développé cette idée-là. Et pour moi, c'est vraiment une trouvaille, la trouvaille importante de Xavier Moreau dans cet ouvrage. Et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir des échanges avec lui là-dessus. Donc le thème suivant que j'ai choisi, bien sûr tiré du livre de Xavier Moreau, c'est la gauche et la collaboration. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la gauche et la collaboration, mais j'aimerais prendre deux exemples que met en avant, entre autres, Xavier Moreau dans son ouvrage. C'est l'exemple de Doriot et de Déa, c'est-à-dire deux hommes politiques issus de la gauche, philosémites avant la guerre, et qui vont collaborer donc, durant l'occupation et qui vont devenir des antisémites virulents. Je vais vous citer les passages parce que véritablement ça vaut le détour et c'est important d'y insister parce que voilà bien des années qu'on nous rabat les oreilles avec la période de l'occupation pour nous expliquer que c'est l'extrême droite qui a collaboré alors que majoritairement ils étaient de gauche et comme l'explique très bien Xavier Moreau, le maréchal Pétain lui-même n'était pas un monarchiste, hein. C'était un républicain et qui a été un chef de guerre important durant la Première Guerre mondiale, qui a perpétré des massacres importants durant la guerre du Rif au Maroc, d'ailleurs, et qui a toujours servi la République et la gauche au pouvoir. Ça, il faut le rappeler. Alors, citons Xavier Moreau, ça va être une assez longue citation, de la page 80 à la page 83. Nous en arrivons maintenant aux idéologues fanatiques. Ceux qui, comme les précédents, ne croyaient déjà plus à la France et ne voyaient l'avenir de notre peuple que lié à un troisième Reich qui, pourtant, n'a jamais eu d'autre objectif que de détruire notre pays. L'un est une figure de la SFIO, Marcel Déat, l'autre du Parti communiste, Jacques Doriot. Marcel Déat était avant la guerre un cadre en vue de la SFIO, proche des organismes de lutte contre l'antisémitisme dont la LICA est l'ancêtre de la LICRA. Il prend la parole dans des rassemblements antiracistes et anti-nazis. Il est membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En novembre 1935, il participe à une réunion publique de dénonciation des lois de Nuremberg. Ces déclarations pourraient être reprises par Jean-Luc Mélenchon sans soustraire un mot. Donc là, Xavier Moreau cite Marcel Déat. « Nous sommes, dit Marcel Déat, un peuple de métis. La nation, pour nous, ne sera jamais dressée dans un mouvement unanime. Nous ne ferons jamais dans ce pays des défilés de millions d'hommes vêtus de la même manière, marchant de la même manière et faisant semblant de penser de la même façon en répétant les mêmes formules. C'est, ajoute Xavier Moreau, sans doute son pacifisme qui le fait basculer dans la collaboration. Il refuse de mourir pour Danzig, mais soutiendra l'incorporation de jeunes Français dans la LVF qui les envoie mourir pour Berlin. Soutien de Laval, à la fin de l'année 1940, il attaque le gouvernement de Vichy, auquel il reproche de ne pas se lancer dans une collaboration plus active. Donc, il reproche à Vichy de ne pas être suffisamment actif dans la collaboration. Il crée en 1941 le Rassemblement national populaire qui siège désormais dans les anciens locaux de la LICA. Vis-à-vis des Juifs, son ton a totalement changé. Il dénonce les Juifs bellicistes de 1939. Et là, il cite à nouveau Marcel Déat. On a vu les Juifs riches aller sabler le champagne dans les grands restaurants. On a vu les Juifs pouilleux se mettre à danser sur la place publique. C'était leur guerre qui venait d'éclater. » Fin de citation. Xavier Moreau continue. Il finit par être ministre du Travail en 1944. Maintenant, il passe à Doriot. L'adversaire de Déat dans le projet d'un NSDAP français est Jacques Doriot. Lui ne vient pas du socialisme, mais du communisme français, dont il est une personnalité en vue dans l'entre-deux-guerres.
Doriot est un modèle de militantisme et dirige les jeunesses communistes dans les années 20. Totalement dévoué à la Troisième Internationale, il se rend à plusieurs reprises à Moscou, vraisemblablement pour avoir été partisan de l'union des forces de gauche contre le fascisme. Il est expulsé du Parti communiste français. Quand ce dernier finit pourtant par s'associer au Front populaire, son amour du communisme se transforme en haine. Il crée contre le PCF le Parti populaire français en 1936. Comme Déa, il est munichois et, après la défaite de 1940, partisan d'une collaboration à outrance. Comme Déa, il passe finalement de l'antiracisme à l'antisémitisme, déclarant en 1941, donc là, Xavier Moreau cite Jacques Doriot, « Le juif a voulu la guerre, qu'il la paye de son argent, de sa personne, qu'il pleure des larmes de sang pour apprendre ce qu'il en coûte de martyriser un peuple qui ne lui demandait rien. » Fin de citation. Et Xavier Moreau d'ajouter « La Légion des volontaires français est son idée ». Alors, il y en a d'autres, des exemples comme ça, de gens de gauche qui ont collaboré. Xavier Moreau mentionne d'ailleurs François Mitterrand. Ce qui est intéressant parce que jusqu'à nos jours, on associe la collaboration Vichy à l'extrême droite française, alors que ce sont majoritairement des gens de gauche, des républicains, qui collaborent. Et il faut ajouter aussi, j'ai oublié de le prendre, je ne l'ai pas sous la main, qu'il y a un livre de Jean-Claude Vallat, historien, son livre s'appelle « Ces Juifs de France qui ont collaboré », dans lequel il démontre de façon très précise, comme Xavier Moreau, de façon très documentée, que le consistoire et les élites israélites françaises ont très activement collaboré, à tel point qu'elles ont livré à Vichy et aux nazis des juifs étrangers, des adultes comme des enfants, qu'ils livraient aux nazis, à Vichy, et qu'ils emmenaient même parfois jusqu'au camp, voilà, qui allait donc à Drancy, qui allait ensuite les mener jusqu'à Auschwitz. Donc il faut rappeler cette histoire-là, et comme le fait Xavier Moreau, remettre les choses à l'endroit. La collaboration est un fait des républicains et des gens de gauche. Ensuite, le thème suivant, qui est lié en fait au premier, là qui m'intéresse aussi beaucoup, donc là on revient au début de la Révolution française, c'est la volonté des révolutionnaires de forger une humanité nouvelle et de mettre la main sur les enfants. Je vais vous citer des passages là encore qui valent le détour, et ça nous permettra de comprendre aussi la politique menée actuellement en France depuis quelques années. Alors, page 91, 92. Donc là, on est au lendemain de la Révolution française. Alors, le plan éducatif que Robespierre soumet à la Convention le 13 juillet 1793 a été préparé par un certain Louis-Michel Lepelletier. Robespierre le fait sien et là encore s'y révèle à la fois le fanatisme naissant de la gauche française et le recours à son principe théorique fondamental, l'égalité. Le fanatisme se donne à lire dès le préambule. Donc là, il cite. D'abord, je remarque avec peine que jusqu'à 6 ans, l'enfant échappe à la vigilance du législateur, dit Robespierre, et que cette portion importante de la vie reste abandonnée aux préjugés subsistants et à la merci des vieilles erreurs. Fin de citation, Xavier Moreau continue. C'est finalement Emmanuel Macron qui réalisera le 28 juillet 2019 la volonté totalitaire du premier des terroristes en rendant la scolarisation des enfants obligatoire dès l'âge de 3 ans. Robespierre insiste. À 5 ans, la patrie recevra donc l'enfant des mains de la nature. À 12 ans, elle le rendra à la société. Fin de citation, Xavier Moreau poursuit. Enlever les enfants à leurs parents le plus tôt possible est dès cette époque un objectif avoué de la gauche.
Danton affirme aussi que il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Personne plus que moi ne respecte la nature, mais l'intérêt social exige que là seulement doivent se réunir les affections. Qui me répondra que les enfants travaillés par l'égoïsme des pères ne deviennent dangereux pour la République ? Fin de citation. Robespierre insiste, comme les écorcheurs de Vendée ou de Lyon, sur la nécessité de créer une humanité nouvelle. Là encore, Xavier Moreau cite Robespierre. Considérant à quel point l'espèce humaine est dégradée par le vice de notre ancien système social, je me suis convaincu de la nécessité d'opérer une entière régénération, et si je peux m'exprimer ainsi, de créer un nouveau peuple. Alors ça, on va le trouver tout au long de l'histoire de la Révolution française et du républicanisme. L'idée, bien sûr, de détruire le catholicisme et de le remplacer par une nouvelle religion, de modifier le peuple, de faire un peuple nouveau par, ça je le rapporte dans le mystique de la laïcité, par l'éducation, et transformer ainsi, c'est ce qu'écrit Georges Roux par exemple, ou surtout Edgar Quinet, qui va influencer Ferdinand Buisson par la suite, qui va être à la tête de l'école primaire, forger des messies collectifs, c'est-à-dire le républicanisme, c'est dans l'esprit et sous la plume de ces grands penseurs républicains du XVIIIe et du XIXe siècle, de créer un messie collectif, comme les marxistes verront dans le prolétariat un messie collectif. Au départ, le peuple messie, disons qu'au départ, le messie est envoyé par Dieu. Dans un second temps, dans un certain messianisme, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, le peuple juif devient un messie collectif. Puis dans l'époque moderne, des idéologies vont permettre de faire passer l'identité du messie collectif du peuple juif à d'autres catégories, donc le prolétariat, les citoyens républicains. Et Xavier Moreau rapporte d'ailleurs des livres enseignés qui mettent en évidence là, ne serait-ce que les titres, cette volonté de remplacer le catholicisme par une nouvelle éducation religieuse républicaine. Les titres qui sont enseignés aux enfants, les livres enseignés aux enfants, le catéchisme républicain, les épîtres et évangiles du républicain, l'office des décades qui contient les hymnes et les prières en usage dans le temple de la raison. Alors le temple de la raison, les temples de la raison, c'était donc au lendemain de la Révolution française, quelques années plus tard, entre 1793 et 1794, les révolutionnaires ont transformé de nombreuses églises et cathédrales, même la cathédrale Notre-Dame, en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême. Donc, temple de la raison, ça correspond aux loges maçonniques athéistes, et le temple de l'être suprême, cela correspond, comme le voulait d'ailleurs Robespierre, cela correspond aux loges maçonniques déistes. Voilà. Maintenant, le thème suivant, c'est le colonialisme. La gauche et le colonialisme. Alors là aussi, on le savait, mais Xavier Moreau le démontre de façon détaillée. Le colonialisme n'est pas le fait des ancêtres de l'extrême droite. Le colonialisme est le fait de la gauche. Vous connaissez tous cette fameuse phrase de Jules Ferry, des peuples supérieurs, que les Français là en l'occurrence, qui ont pour devoir de coloniser et d'éduquer, de civiliser les races inférieures. Donc là, avec le républicanisme et la gauche, comme dirait Moreau, on est encore dans cette notion de peuple élu, en réalité, qui s'éloigne du catholicisme, qui a une vision universelle de l'humanité. Là, effectivement, d'ailleurs Jules Ferry lui-même était marié à une protestante. Il faut savoir, il faut le préciser, j'ai oublié de le préciser, que sous la Troisième République, il y avait une surreprésentation de protestants, bien sûr de francs-maçons et également de juifs, mais une surreprésentation de protestants,
alors que démographiquement, ils ne représentaient pas grand-chose dans la population. Donc, effectivement, donc les Ferry et toute cette gauche républicaine a une vision bien racialiste et inégalitaire propre au protestantisme et au judaïsme. Et donc là, c'est vrai que la thèse de Xavier Moreau qui rattache le républicanisme, le gauchisme au protestantisme permet de comprendre la nature des discours et surtout de la politique de ces républicains. Donc je vais là encore vous citer Xavier Moreau parce qu'il faut être précis et ne pas trahir la pensée de l'auteur. Alors page 133. Donc là on est sur un passage qui met en évidence que les nationalistes français étaient opposés à la colonisation, contrairement à ce qu'on peut croire. Les nationalistes français de la Les nationalistes français de la première heure s'opposent farouchement à la colonisation dans laquelle ils perçoivent une manœuvre dilatoire. Pour la Ligue des patriotes de Paul Déroulède, père du nationalisme français, elle détourne la France de la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Donc là, Xavier Moreau cite Paul Déroulède. C'est la victoire de la plus grande France contre la vraie C'est la victoire de la plus grande France contre la vraie France. J'avais 2 filles et vous m'offrez 20 domestiques, répond-il à Jules Ferry. Maurice Barrès déclare à sa suite, là on cite Barrès, Gambetta a fait de l'anticléricalisme et de la colonie pour détourner l'élite de notre armée du Rhin. J'ai bien vu que Marchand détestait bien plus les Anglais que les Allemands. Il occupait l'imagination des meilleurs officiers loin du Rhin et il nous mettait en conflit avec l'Angleterre. Maintenant, Xavier Moreau nous rapporte que ce qui est cocasse, c'est que Clémenceau était contre la colonisation dans un premier temps. Donc il s'attaque à Ferry, à son projet colonialiste, mais dans un second temps, il se rallie à Ferry, et donc devient lui-même colonialiste. Ensuite, nous rapporte Xavier Moreau, Jaurès se moque de Clémenceau, mais lui aussi finit par soutenir l'occupation du Maroc, tout en s'opposant aux actions militaires. Comme si, comme l'explique Xavier Moreau, on pouvait coloniser un pays, occuper un pays juste avec des mots doux. Non seulement Jaurès est favorable à l'occupation du Maroc, mais il est aussi favorable à la réforme de l'islam, donc à réformer l'islam et à soumettre en fait l'islam à la République comme ils l'ont fait avec le catholicisme. Donc là on va vous citer, je vais vous citer les propos de Jean Jaurès en 1903, rapportés par Xavier Moreau. Donc Jean Jaurès dit: la France au Maroc a des intérêts de premier ordre. Je suis convaincu que ces intérêts lui donnent une force de droit. Une force de droit. Donc Xavier Moreau précise que donc Jaurès s'oppose à la conquête militaire, comme si la colonisation pouvait se faire dans l'amitié. D'autant plus qu'il y avait eu une résistance importante au Maroc à l'époque. Comme la gauche aujourd'hui, dit Xavier Moreau, il est utile de l'indiquer, il a des projets républicains pour l'islam. Qui? Donc là, il cite Jean Jaurès. Donc l'islam peut devenir un ferment unitaire. L'islam ne se sauvera qu'en se renouvelant, qu'en interprétant son vieux livre religieux selon un esprit nouveau de liberté, de fraternité et de paix. Fin de citation. Ça se passe de commentaires. La seule chose qu'il reproche à la colonisation, c'est de contribuer à créer des tensions avec des puissances européennes, Allemagne comprise. Alors j'aimerais quand même m'arrêter une petite minute là-dessus. C'est sur la volonté de réformer l'islam. Bon, comme je l'ai dit, vous le savez tous,
Le projet révolutionnaire a été d'abattre la monarchie, d'abattre la religion sur laquelle s'appuie la monarchie, le catholicisme. La loi de 1905, mais même avant la loi de 1905, il y a eu une lutte acharnée des républicains contre les congrégations religieuses. Ils ont interdit des congrégations religieuses, ils ont traîné des moines et des prêtres par terre. Il y a des dizaines de milliers de prêtres qui ont dû quitter la France, les biens de l'Église ont été confisqués, etc. Mais avant cela, déjà, en 1791, si ma mémoire est bonne, il y avait ce qu'on appelait les prêtres conventionnels, c'est-à-dire des prêtres qui se soumettaient aux révolutionnaires, à la Révolution, et qui étaient, qui étaient comme des fonctionnaires de la Révolution et de la République. Et on peut faire un parallèle entre ces prêtres constitutionnels, soumis à la Constitution républicaine, et à la charte des imams. Il y a quelques temps, 1 ou 2 ans, l'État français a fait signer une charte aux imams de France, soumettant en fait l'islam de France à la République. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la République n'est pas neutre, elle a une religion, c'est la laïcité, auquel j'ai consacré un ouvrage, la mystique de la laïcité, et cette religion-là ne tolère pas de concurrents. Il tolère le judaïsme, puisqu'il y a un lien entre un certain judaïsme et le républicanisme. D'ailleurs, dans les synagogues, on prie pour la République. Il y a une prière pour la République dans les synagogues en France. Mais elle ne tolère pas le catholicisme ni l'islam. Mais la République ne les tolère que si ces religions-là sont dissoutes, en fait. Et donc après avoir détruit le catholicisme, soumis le catholicisme, maintenant c'est au tour de l'islam. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Éric Zemmour dit aux Français catholiques, il les appelle à s'allier à la tradition des Lumières laïques et de Charlie Hebdo, il le dit, qu'il invite donc les catholiques à s'allier à Charlie Hebdo, à cette tradition-là, blasphématoire, des Lumières, contre l'islamisme. Vous voyez ? Donc, en réalité, on a affaire à des gens qui sont des religieux, des orthodoxes, comme d'ailleurs Vincent Payon, comme je le rapporte dans mon ouvrage. Vincent Payon est un laïcard, un anticatholique, revendiqué, mais Vincent Payon est un juif orthodoxe pratiquant, qui fait les bar mitzvah de ses garçons, qui est monté à la Torah, c'est-à-dire qui est monté pour lire la Torah lors de la bar mitzvah, qui a, quand il était ministre de l'Éducation nationale, pistonné sa fille à l'ambassade de France en Israël. Donc on a affaire à des gens qui tiennent un double discours et qui accompagnent une politique anti-religieuse, anti-catholique, anti-musulmane, tout en préservant, eux, leur propre orthodoxie. Je pense que c'est vraiment très important de le préciser. Donc quand il y a des musulmans qui pensent que la République n'est opposée qu'à l'islam, ils se trompent. En fait, il faut étudier un peu l'histoire de France et l'histoire de la République pour comprendre qu'en fait, il y a une continuité. Et s'imaginer, quand on est musulman, qu'on peut s'allier à des francs-maçons, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui sont des anti-religieux rabiques, c'est mal connaître cette histoire et cette tradition. C'est-à-dire que ceux qui ont combattu le catholicisme, parce que du point de vue de l'islam, les catholiques, donc les chrétiens font partie des gens du livre, donc qui ont eu la révélation, qui ont reçu des prophètes et le Messie, Jésus, fils de Marie, ont été combattus par ces gens-là. Donc il y a quand même une incohérence du point de vue de l'islam à s'allier à une gauche ou à une extrême gauche qui a la religion en horreur et qui ne fait des déclarations pro-musulmanes que pour des raisons électorales. C'est de la pure manipulation politique. Mais ce projet-là, défendu par Jaurès et par d'autres réformistes, a fait des petits
parce que d'après ce qu'on m'a rapporté, Anes Kazim, qui est un candidat qui se dit racisé, musulman, déclare dans un meeting qu'il partage le combat des LGBT. Donc là, c'est totalement antinomique. On ne peut pas être musulman, se dire musulman en tout cas, et combattre aux côtés du mouvement LGBT, qui défend le mariage homosexuel, l'adoption des enfants par des couples homosexuels, la théorie du genre, et tous les autres délires, du point de vue musulman, comme du point de vue catholique, et même du point de vue du judaïsme orthodoxe. Ce sont de très graves péchés. Et Sodome et Gomorrhe, c'était des enfants de cœur à côté des LGBT actuels. Voilà. Donc maintenant, on va passer au thème suivant que j'ai choisi, c'est la gauche comme étant ontologiquement corrompue. Alors vous allez voir que la destruction du catholicisme par les révolutionnaires, ce projet, je dirais, antinomique. Antinomique vient de nomos, la loi, et anti, donc contre la loi. Voilà. Dès le début, porte ses effets dès les débuts. C'est-à-dire que dès l'instauration de la religion, dès l'instauration du projet révolutionnaire, on a, comme le rapporte Xavier Moreau, des cas de corruption qui explosent. Ce qui est logique, puisque on s'affranchit de la religion et en fait de la morale religieuse. Qu'on ne vienne pas me parler de morale républicaine, ça ne signifie strictement rien. La morale républicaine, en fait, ce sont les républicains eux-mêmes qui la forgent, qui en sont les pères, et qui sont eux-mêmes des corrompus. Donc il faudrait suivre une morale immorale. Ce qui n'a pas de sens. Je vais vous citer Xavier Moreau. Là, il rapporte des informations tout à fait intéressantes qu'il faut rappeler et répéter. Alors, le phénomène de prévarication est alors tel, dès 1789, le phénomène de prévarication est alors tel que certains conventionnels, comme le girondin François Buzeau, en 1793, ou le montagnard Marc-Guillaume Alexis Vadier, en 1794, tenteront de forcer les députés à déclarer leur patrimoine et à exiger des sanctions. Qu'on ait honoré Robespierre au titre d'incorruptible en dit long sur les pratiques de ses contemporains. Dès la Constitution de 1789, la corruption fait son apparition. Antoine Omer Talon achète des députés au nom du roi. Louis XVI dépense 2,5 millions de livres dans cette opération improductive qui conduit Talon, grâce à un passeport fourni par Danton, à s'exiler en Angleterre en août 1792. En décembre 1791, des parlementaires girondins aussi influents que Brissot, Inard, Vergniaud ou l'abbé Fauché sont prêts à se vendre pour 6 000 livres par mois à la monarchie. Mirabeau fait également partie des bénéficiaires des générosités du roi, ce qui lui vaudra d'être dépanthéonisé en 1794. Dès cette époque, les parlementaires gauchistes deviennent agents de l'étranger moyennant finance. Le Premier ministre anglais William Pitt fait établir un fichier des députés français endettés, puis utilise le banquier anglais Henry Thornton pour distribuer des pots de vin à la gauche française. Danton est un des principaux bénéficiaires des largesses royales puis anglaises, d'autant plus qu'il possède des attaches familiales à Londres. Ce révolutionnaire montagnard est un des principaux fondateurs de la gauche française. Jouisseur, doté d'une énergie et d'une volonté exceptionnelles, il est un des acteurs principaux de la Révolution et finit sur l'échafaud après s'être opposé à Robespierre en avril 1794. En plus de Louis XVI, des Anglais et des Espagnols, il reçoit des pots de vin de personnes menacées par la terreur auxquelles il promet sa protection. Il n'est bien sûr pas le seul. En 1792, l'agent anglais William August Miles
avance des sommes importantes au ministre des Affaires étrangères, le Girondin Pierre Lebrun. Les Anglais corrompent également certains parlementaires comme Brissot, Clavière, Condorcet, Mirabeau, Sieyès, grâce à ce que l'on appelle aujourd'hui une ONG, la Société des Amis des Noirs. Et ce système de corruption, cette corruption va gangréner en fait les républiques successives. Comme vous le savez, il y a eu des alternances, l'Empire, la Restauration, etc. Mais la Troisième République commence avec des scandales de corruption ahurissants. Toute la classe politique est corrompue, enfin, du début de la Troisième République jusqu'à la fin de la Troisième République. Inutile de faire état du nombre de cas de corruption sous la Cinquième République. Donc on peut effectivement, comme disent les évangiles, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce qui a été planté en 1789 a finalement porté ses fruits de nos jours. Et même dès le lendemain de la Révolution de 1789, comme l'explique Xavier Moreau. Et la corruption n'est pas, la seule perversion de 1789. Ça va beaucoup plus loin. En fait, on passe de la corruption à la pédophilie et à l'inceste. Là, il est bon de rappeler, comme le fait Xavier Moreau, que le XVIIIe siècle, donc juste avant la Révolution française, on a des auteurs comme Diderot et surtout Sade, le marquis de Sade, qui font l'apologie de la transgression sexuelle. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale des petites filles de Sade. Je vais vous citer Xavier Moreau encore une fois. Alors, dépassant, donc là on est au XVIIIe siècle, dépassant le mouvement libertin qui ne satisfaisait que les appétits d'une partie dégénérée de l'aristocratie française, la sexualité transgressive devient pour certains philosophes de l'époque un acte politique. Lorsque Diderot nous décrit les passions lesbiennes du couvent de sa religieuse, il s'agit, donc c'est un texte de Diderot, la religieuse, il s'agit pour lui de s'en prendre à une France aux mœurs encore trop catholiques. Le véritable fondateur de la transgression sexuelle comme acte politique reste cependant le marquis de Sade, que Michel Onfray qualifie à juste titre de délinquant sexuel multirécidiviste. Il est incontestablement l'ancêtre proche de la gauche pédophile. Il fut d'ailleurs célébré au XXe siècle par les membres de l'intelligentsia gauchiste française comme Georges Bataille, Philippe Solers, Jacques Lacan, Simone de Beauvoir ou Michel Foucault en 1774, à la suite de l'affaire dite des petites filles. Alors l'affaire des petites filles, c'est en fait le marquis de Sade qui fait venir donc, par sa femme deux petites filles qu'il fait venir donc, de Lyon, avec qui il a des rapports, je crois même devant sa femme, ou en tout cas avec le consentement de sa femme. Donc Sade est jeté en prison. Donc on est en 1774, il n'y a pas encore eu la Révolution. En avril 1790, donc au lendemain de la Révolution, il recouvre la liberté grâce à l'abolition des lettres de cachet et il rejoint la section des piques, celle de Robespierre. Il en devient secrétaire puis président. Il milite pour la déchristianisation de la France, ce qui est tout à fait logique parce que le christianisme, comme d'autres religions, est aussi un système moral et qui impose une loi, une constitution qui est conforme à ces lois naturelles. Donc, dès lors qu'on va détruire le catholicisme en France, on va faire sauter les verrous moraux et qui vont permettre en fait à des gens comme ça et à bien d'autres de jouir sans entrave, comme diraient les 68ards. Et ce qui est là encore, on reconnaît un arbre à ses fruits, ce qui nous mène à la période actuelle.
on aboutit aujourd'hui à une tentative de légalisation de l'inceste et de la pédophilie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, ça a été rapporté par Carl Zero, mais on l'a tous vu, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui en fait justifie l'inceste en prenant des cas improbables. Quand il dit par exemple, on ne peut pas interdire un garçon, un jeune homme de 17 ans, d'avoir des rapports consentis avec sa tante qui en a 18. Il n'y a pas beaucoup de garçons de 17 ans qui ont des tantes qui ont un an de plus que lui. Donc on va partir du cas particulier et on va ensuite élargir. Il y a, rapporte Xavier Moreau, donc là on est dans la Macronie. Hein. On est dans la Macronie. Alors Xavier Moreau rapporte que le régime macroniste est accusé donc, par Carl Zero, donc dans son documentaire 1 sur 5, est accusé d'avoir neutralisé la loi du député PS Isabelle Santiago, qui devait être un pas décisif pour la protection des mineurs. Cette loi fut remplacée par celle du sénateur UDI Annick Biou, qui déclara à l'occasion de ce débat, donc il cite le sénateur qui déclare « Il peut y avoir des enfants qui sont consentants et ça, il ne faut pas l'oublier. » Donc, on est en fait avec la Macronie, avec Emmanuel Macron, en bout de course. C'est-à-dire qu'ils ont décapité le roi catholique pour avoir au final un président de la République qui est ouvertement inverti. On a vu la vidéo de la fête de la musique, je crois un an après son arrivée au pouvoir, on voit des homosexuels noirs à moitié nus en train de danser sur le perron de l'Élysée. On le voit avec Brigitte Macron se prenant en photo tout sourire avec ces homosexuels à moitié nus. On l'a vu aux Antilles en train de caresser des ex-dollars. Enfin bref. Donc là, on est en bout de course. Et pour conclure, m'est venue en fait cette idée, c'est que le républicanisme est un antinomisme, en fait. Dans le sens de la violation systématique de la loi, du nomos. Et quand vous détruisez en fait la religion et le système moral qui est structuré par cette religion, vous faites sauter tous les verrous et on n'est plus dans une société aristocratique au sens strict du terme, c'est-à-dire où on va valoriser, faire monter les meilleurs, les plus nobles, mais les pires. Donc on est dans un système inversé où vous n'accédez pas au pouvoir ou à des postes élevés malgré vos crimes, mais grâce à vos crimes. On a de multiples exemples, et un des plus flagrants aujourd'hui, c'est Laurent Fabius, mêlé à l'affaire du sang contaminé, qui a soutenu les groupes terroristes, on se souvient de Al-Nosra, Al-Qaïda fait du bon boulot, et qui se retrouve maintenant président du Conseil constitutionnel. Et des exemples comme cela sont très nombreux. Donc on est dans un régime antinomique, véritablement, où la loi naturelle a été détruite et violée en fait systématiquement, et où tout est inversé. Et là en fait on est véritablement un tournant anthropologique, où si on prend par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, de Vatican II 1962, qui va conduire à la chute de la pratique du catholicisme dans le monde occidental, notamment en France. 1974, la loi sur l'IVG, l'avortement, qui a d'ailleurs été promue, revendiquée par un grand maître de la GNLF, la Grande Loge Nationale Française, qui était revendiquée. Il a dit que c'était dans la loge maçonnique qu'a été élaborée cette loi, puis présentée par Simone Veil, puis votée. Donc la légalisation du meurtre de l'innocent, puisqu'il n'est pas plus innocent qu'un enfant. Et 1981,
l'abolition de la peine de mort. Donc on est revenu à des temps archaïques, avant l'instauration du monothéisme, des systèmes monothéistes, où l'innocent était sacrifié et où le coupable, le meurtrier, était épargné. Donc on en est là. Maintenant, la question c'est combien de temps peut survivre encore un régime antinomique. Je pense qu'on le saura bientôt. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté avec attention. Encore une fois, tous les liens sont en descriptif pour vous procurer le livre de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, un livre à lire avec attention. C'est un véritable outil politique. Voilà, et donc n'oubliez pas de vous abonner au canal Telegram, à ma chaîne Odyssée. Et je vous dis merci et à très bientôt.